Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux de vous présenter ce nouvel épisode d'Ouvre les yeux. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un insecte pollinisateur primordial sur notre planète, mais encore trop peu connu. Je parle bien évidemment des abeilles. Pour ce faire, nous allons aller à la rencontre d'acteurs qui travaillent au plus près de ces dernières. Bienvenue dans Ouvre les yeux, les abeilles. Au programme, nous allons partir à la rencontre de Julien, Gabriel et Priscilla. Tous les trois ont un métier qui s'organise autour des abeilles et leur objectif en commun est de les préserver. Julien, apiculteur sur le territoire rochelais depuis plusieurs années, nous en apprendra plus sur son métier et nous éclairera à propos des abeilles, tout comme Gabriel qui travaille pour Apinov. Cette entreprise regroupe de nombreux experts apicoles afin de créer un centre de recherche et de formation à l'apiculture. Nous irons également à la rencontre de Priscilla, travaillant au bureau d'études et de biosurveillance des abeilles, Apilab. Grâce à leurs recherches, nous verrons si les abeilles se portent bien et si nos activités, aussi nombreuses soient-elles, ont un impact sur leur vie. Si nous connaissons les abeilles, c'est en grande partie pour leur capacité à créer du miel. Mais derrière leur petit corps jaune et noir, les abeilles sont bien plus importantes pour l'environnement qu'elles n'y paraissent. Étant des pollinisateurs, ces dernières transportent, lors de leur déplacement, des grains de pollen qu'elles laissent inconsciemment tomber dans la nature. Pour faire simple, lorsque l'abeille butine, elle passe de fleur en fleur dans le but de récupérer un maximum de pollen. L'abeille s'approche de la fleur, la frotte avec ses pattes avant et tasse sa récolte sur ses pattes arrière. C'est sur le chemin en direction de la fleur suivante ou de la ruche que notre abeille laisse derrière elle quelques grains de pollen. Lorsqu'ils sont masculins et qu'ils ont la chance de retrouver le stigmate femelle d'une autre fleur, c'est ce qu'on appelle la pollinisation. Les abeilles sont donc primordiales dans le processus de reproduction et de régénération continue de la flore naturelle. Pour mieux connaître ces insectes, nous avons rencontré Julien et Gabriel. Alors pour commencer, je voulais revenir sur un point que je trouve assez important, c'est la différence entre les abeilles, les guêpes, les bourdons ou encore les frelons. Comment est-ce qu'on peut les différencier? Alors du coup, c'est des espèces qui sont assez proches d'un point de vue génétique, mais qui sont quand même différentes. Et la grande différence en fait entre les abeilles et les guêpes et les frelons, c'est leur alimentation. Donc du coup, les abeilles, elles se nourrissent exclusivement de pollen et de miel, du début jusqu'à la fin de leur vie, ou de nectar. Alors qu'une guêpe ou un frelon, elles vont manger de la viande. Et notamment aussi une autre différence qu'on connaît tous, c'est que les guêpes et les frelons, comme c'est des carnivores, ils vont utiliser leur dard pour piquer et donc se nourrir. Et donc ils ont un dard qu'ils peuvent utiliser plusieurs fois. Alors que les abeilles et les bourdons, qui font partie des abeilles, ils ont un dard dentelé et du coup elles piquent qu'une seule fois. Donc c'est pas la même utilisation, il y en a un c'est vraiment pour se défendre et l'autre c'est aussi un outil pour se nourrir. Si vous êtes tranquillement assis dans l'herbe, en général c'est simplement qu'elles butinent les fleurs autour de vous. Donc en fait pour elles, vous n'êtes pas en danger. C'est sûr que si vous commencez à vous agiter, à faire comme ça, enlève-toi, là elle va avoir peur et là elle risque de vous piquer. Après, concernant les guêpes, c'est un petit peu la même règle, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous ne les dérangez pas, ils ont moins de raisons de venir vous piquer. Le danger, c'est souvent quand vous vous approchez du nid, malheureusement souvent sans le savoir. Dans ce cas, si par malheur il vous arrive de vous faire piquer, pas de stress. Une piqûre d'abeille entraîne un gonflement, une rougeur et une douleur vive sur une durée d'environ 30 minutes. Le bouton, quant à lui, peut rester un peu plus d'une journée. Si la douleur devient trop intense, de nombreux remèdes existent, comme appliquer sur la plaie un glaçon, de l'aloe vera, du bicarbonate de soude mélangé à de l'eau ou, plus étonnant encore, du miel. Nous connaissons tous les abeilles productrices de miel, qui après avoir butiné quelques fleurs, rentrent à la ruche. Mais cette espèce n'est pas la seule dans la nature. Donc du coup, il y a différents types d'abeilles, il y a les abeilles domestiques et les abeilles sauvages. Alors c'est quoi leur principale différence ? Alors donc elles appartiennent toutes à la superfamille des abeilles. Faut savoir que dans le monde on a 20 000 espèces d'abeilles et en fait quand on parle d'abeilles domestiques on désigne qu'une seule espèce sur ces 20 000 espèces d'abeilles qui est Apis mellifera. Et en fait la particularité de cette abeille comparée à toutes les abeilles qu'on nomme communément plutôt les abeilles sauvages, c'est qu'en fait elle fait du miel.
Donc c'est l'une des seules, il y en a quelques-unes d'autres espèces qui font du miel en Asie, mais en Europe, quand on parle d'abeilles sauvages, en fait, c'est que ce sont des abeilles qui ne font pas de miel, alors que l'abeille domestique, elle va faire du miel. L'autre différence, c'est-à-dire quand vous voyez une ruche, c'est forcément une abeille domestique. Les abeilles sauvages, elles vivent de manière sauvage, du coup. L'homme n'est pas intervenu dans quoi que ce soit, puisqu'elles vivent de manière souvent solitaire. Des abeilles solitaires qui diffèrent bien des colonies solidaires vivant dans les ruches. Justement, nous retrouvons Julien afin qu'il nous explique plus en détail la vie des abeilles Apis mellifera. Julien Donnon est un apiculteur basé à La Rochelle. Âgé de 39 ans, cela fait plus de 15 ans qu'il pratique l'apiculture. Avant de travailler au contact des abeilles, Julien était menuisier. Un tournant dans sa vie lui permettant de pratiquer une activité en adéquation avec ses valeurs et perpétuant une fibre familiale de passion envers les abeilles. Comment est-ce que ça se passe dans la ruche? Comment est-ce que les abeilles elles sont organisées? Alors les abeilles, elles s'organisent par caste. Donc en fait, elles ont, suivant leur âge, elles ont différentes fonctionnalités, on va dire. Ça va de s'occuper des jeunes larves du couvain quand elles sont jeunes. Et après, en fait, il y a des tâches de ménage et puis de gardiennage et en fin de carrière, on va dire de butinage. Voilà. Regardons tout ça de plus près sur une échelle de temps. Pour commencer, il faut savoir qu'entre la ponte et la naissance de l'abeille, 21 jours s'écoulent. Les 4 premiers jours de sa vie, elle est nettoyeuse. Son boulot consiste à nettoyer les alvéoles et à entretenir la ruche. Entre son 5e et 11e jour, elle devient nourrice et doit s'occuper des larves. Les 2 jours suivants, son rôle de magasinière consiste à stocker le pollen et le nectar dans les alvéoles, ainsi qu'à ventiler la ruche afin d'y maintenir une température constante. Du 14e au 17e jour de sa vie, elle bâtit les rayons. C'est le rôle de cirière. Ensuite, jusqu'au 21e jour de sa vie, elle se transforme en vigile, enfin sentinelle, car elle monte la garde à l'entrée de la ruche pour empêcher tout intrus de s'y introduire. Pour finir, du 22e jour de sa vie jusqu'à sa mort, elle profitera de l'extérieur et volera de fleur en fleur pour récolter le pollen et le nectar. Elle est alors butineuse. Et elles sont combien dans la ruche? Alors ça varie selon l'année, selon la saison. Ça va d'une petite colonie de 50 à 70 000 individus, oui, dans une colonie d'abeilles. Cela reviendrait à loger au minimum tous les habitants de Bayonne et au plus ceux de Montauban, et tout ça dans ce tout petit cube qui est une ruche. Et sur ces 50-70 000 individus, il y en a une qui est plus importante que les autres, c'est la reine. Est-ce que tu peux nous expliquer son rôle? Alors la reine, elle est là pour pérenniser la colonie, dans le sens qu'elle va pondre des larves, des œufs, voilà, pour assurer en fait une belle colonie. Voilà. Une abeille ne devient pas reine au cours de sa vie, elle l'est dès sa naissance. Si elle naît reine, c'est en grande partie grâce à son alimentation, qui diffère des abeilles naissant ouvrières. De sa naissance à sa mort, la reine se nourrit principalement de gelée royale, tandis que les autres habitantes de la ruche se contenteront de miel et de pollen. Quelle est la quantité de miel approximative par ruche? Alors, c'est-à-dire selon la... Par année. Par année. Alors, franchement, c'est hyper variable. On va dépendre de la météo. Voilà. Donc, on va dépendre des quantités d'eau qui vont tomber, de s'il fait plus ou moins sec. Donc, ça peut être variable, mais on est quand même aux alentours de entre 30 et 40 kg en moyenne par ruche. Voilà, sur les ruches d'ici en tout cas. Et du coup, sur La Rochelle, combien est-ce que tu as de ruches? Alors, actuellement, une centaine de ruches en production et elles se portent quand même relativement bien. C'est chouette, ouais. Des ruches qui se portent bien, mais un travail très compliqué pour l'apiculteur, car il est extrêmement dépendant de la météo. Malgré le fait que Julien ait un métier qui soit également une passion, sur l'année 2020, son salaire moyen était de 606 € par mois. Un revenu non suffisant pour en vivre totalement. Et pourtant, Julien ne compte pas les heures passées autour de ses ruches. Et en tant qu'apiculteur, qu'est-ce que tu as à faire comme travail sur les ruches? Parce qu'on peut penser que c'est les abeilles qui font tout, mais non, tu as quand même du travail derrière. Ah bah oui, effectivement, oui. En fait, moi, mon travail consiste à accompagner en fait, le développement des colonies d'abeilles durant toute la saison et d'apporter en fait, au bon moment un agrandissement de maison, un rétrécissement de la maison quand vient l'hiver, de surveiller aussi au niveau des acariens, de faire face aux potentielles futures maladies. Voilà. J'ai aussi une grosse partie qui consiste à l'élevage, donc c'est-à-dire qu'en fait je suis aussi éleveur. Donc j'élève mes propres reines avec mes essaims qui du coup remplaceront les colonies qui vont s'arrêter l'année prochaine. Et puis il y a toute la partie, on va dire, conditionnement du miel,
puisque je fais de la vente directe et je suis producteur. Donc je fais principalement de production de miel, 3 miels locaux, 2 miels de transhumance que je vends direct sur le marché. Malgré ses faibles revenus, Julien ne compte pas s'arrêter là. Les travaux de la maison Miel Api ont débuté fin 2020. Cette dernière permettra à l'apiculteur d'y faire l'extraction du miel, la mise en pot et le stockage, mais aussi de l'élevage de rennes et des ateliers d'initiation pédagogique autour d'un rucher. Le grand-père de Julien étant déjà apiculteur, il a pu observer l'évolution du métier au fil du temps. Pour toi, l'apiculture, c'est une histoire de famille. Alors, est-ce que c'est toujours les mêmes méthodes maintenant? Qu'est-ce qui a changé? Alors effectivement, il y a une fibre familiale, mais les méthodes ont beaucoup changé. L'apiculture de mon grand-père n'est plus l'apiculture qu'on a aujourd'hui. Les choses qui ont changé, la modernisation du matériel, ça a apporté beaucoup. Au niveau du poids, des choses à soulever, même s'il y a toujours des choses à soulever, mais je veux dire, on se fatigue un peu moins avec les nouveaux outils. Au niveau des technologies aussi, au niveau pour élever des abeilles, ça a changé aussi, même si en fait la base reste la même. Voilà. Ok. Et du coup, les méthodes ont changé, mais est-ce que les problèmes auxquels vous êtes confrontés sont les mêmes? Alors, les problèmes sont même accentués. Et on fait face à une succession de problèmes et il n'y en a jamais un qui est reparti en fait, qui a été anéanti. Donc on a des problématiques liées à l'environnement, on a des problématiques liées au libre-échange au niveau planétaire, notamment avec l'arrivée des acariens comme le varroa qui est arrivé dans les années 80. On a également les frelons asiatiques qui sont arrivés en 2005. Et voilà, les choses auxquelles on est confronté en tant qu'apiculteur. Une colonie d'abeilles, donc dans une ruche, combien de temps est-ce qu'elle peut vivre? Naturellement, je pense qu'elles peuvent atteindre 2 ans. Voilà. C'était plus longtemps à l'époque ou... Quand j'étais en formation, on parlait d'une colonie d'abeilles, ça vivait entre 3 et 5 ans. Après, avec les acariens, avec les frelons asiatiques, des problèmes de plus en plus présents auxquels Julien doit faire face s'il veut maintenir ses colonies en vie. Et en tant qu'apiculteur, comment est-ce que tu fais pour y faire face à tous ces problèmes? Alors, avec la filière apicole française, on tâche de trouver des solutions. Et c'est la grosse difficulté. Et c'est pour ça que notre métier, il est en train de disparaître indirectement parce que, comme tout métier qui est lié à l'environnement, on n'arrive pas à tout résoudre. Voilà. Ouais. Tu nous parlais du varroa tout à l'heure, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est et quelles sont les conséquences de ce problème? Alors le varroa, c'est un acarien qui se multiplie en fait dans les colonies d'abeilles. Ça fait comme une tique, ça se met sur la cuticule, donc la peau des abeilles, et ça perce la peau et ça, en fait, ça permet l'introduction en fait, dans l'abeille de virus, de bactéries qui entraînent des maladies plus ou moins contagieuses. Et voilà. Et du coup, quelles sont les conséquences après? Et les conséquences, c'est en fait, c'est l'affaiblissement des colonies et ça entraîne même la mort des colonies au-delà d'1 année et demie. Quoi. Voilà. Parmi tous les problèmes auxquels les apiculteurs sont confrontés, le varroa est l'une de leurs grandes préoccupations. Pouvant tuer une colonie en un temps éclair, cet acarien inquiète au sein de la filière apicole. Gabrielle d'Apinov nous explique comment s'en débarrasser. Alors le varroa, c'est un problème en effet pour les apiculteurs. Il faut savoir que maintenant, avec l'arrivée de ce varroa, donc dans les années 80 en France, les apiculteurs ont été obligés de mettre en place des traitements pour lutter contre ce varroa. Dit comme ça, le traitement pourrait être la solution miracle face au varroa. Mais dans les faits, tout n'est pas aussi simple. Retournons voir Julien. Mais avant de nous en dire plus, il va nous parler de son engagement d'apiculture biologique. Donc tu es un apiculteur bio, qu'est-ce qui te différencie des autres apiculteurs? Ça engage les apiculteurs dans un cahier des charges bio de ne pas utiliser de traitements chimiques ni d'antibiotiques. Voilà le point un peu crucial en fait, de différence entre les 2 sortes d'apiculture. Ok, donc ce traitement contre le varroa, il est biologique. Est-ce qu'il est plus efficace que le traitement ordinaire? Alors, on a une certaine efficacité au niveau des soins en agriculture biologique. C'est pour ça qu'on a ce qu'on appelle des médicaments avec autorisation de mise sur le marché, qui sont délivrés par des laboratoires, avec des molécules telles que l'acide formique, l'acide oxalique. L'efficacité est quand même relativement bonne, même si ce n'est pas encore abouti au point d'avoir vraiment des soins qui soient hyper bien, on va dire autant que des traitements chimiques. Voilà. C'est donc une bataille continue que doit mener Julien pour éliminer le varroa de ses ruches.
Cet acarien asiatique est arrivé en France dans les années 80 et nous savons que cela est dû au déplacement humain. C'est pourquoi nous pouvons nous demander si les activités anthropiques en général ont un impact sur nos amies volantes, les abeilles. Pour répondre à cette question, nous avons donné rendez-vous à Priscilla, travaillant pour Happy Lab, dont le but est d'étudier et de biosurveiller les abeilles. Pour ce faire, il place des ruches sur des sites d'entreprises afin de les analyser. Nous nous sommes donné rendez-vous sur un chantier à proximité de La Rochelle. Les abeilles, lorsqu'elles vont sortir pour butiner ou pour aller boire de l'eau, elles vont aller au contact de l'environnement et potentiellement collecter sur elles les polluants qu'on va trouver dans l'environnement. Et Happy Lab va utiliser cet outil qui est l'abeille pour mesurer, diagnostiquer vraiment l'état de l'environnement et déterminer si oui ou non cet environnement il est adéquat, il est bien pour les abeilles. Ces dernières étant directement en contact avec la nature, elles nous permettent plus facilement d'étudier le milieu dans lequel nous vivons. Par exemple, pour détecter la présence de pesticides, Happy Lab va analyser le pollen ramené à la ruche par les abeilles. On peut prélever aussi quelques abeilles butineuses. Et là, on va pouvoir mesurer des polluants comme les résidus de pollution, les résidus de combustion, les métaux lourds. On va pouvoir regarder des dioxines furanes et aussi on va pouvoir mesurer vraiment quel est l'état de santé général des abeilles. Donc les abeilles sont en première ligne face à toute cette pollution, face à toutes ces maladies, mais est-ce que le miel peut être impacté ? Alors effectivement, les abeilles sont vraiment en première ligne de la pollution puisqu'elles vont être au contact direct de l'environnement lorsqu'elles vont aller boire ou lorsqu'elles vont aller connecter du nectar. Pour ce qui est du miel, en fait, on a quand même de la chance dans le sens où c'est vraiment l'abeille qui va bioaccumuler tous ces polluants qui vont se retrouver vraiment à l'intérieur d'elle, alors que le nectar, qui va composer en partie le miel, ne contiendra que très peu ces polluants. Finalement, c'est vraiment l'abeille qui va bioaccumuler tous ces polluants, le garder en elle et on en retrouve très peu dans le miel ou alors il faut vraiment que l'environnement soit extrêmement pollué. Alors quand ça se retrouve pas dans le pollen, du coup, ça se retrouve dans les abeilles ? Dans les abeilles, exactement, directement dans les abeilles. Une chance pour nous qui ne retrouvons pas tous ces polluants dans notre miel. Mais pour les abeilles, ce n'est pas la même histoire. Si elles sont contaminées aux pesticides, elles peuvent en mourir. Pour les autres polluants, en forte quantité, ils peuvent avoir un impact sur l'activité des abeilles qui se voit revue à la baisse. Happy Lab en fait peut également servir d'intermédiaire entre les entreprises et les parties prenantes locales. Par exemple, ça va être entre les entreprises et les riverains, comme par exemple si on a un chantier de construction où les riverains peuvent être inquiets par rapport à la pollution, soit aux particules, soit les nuisances sonores. Et Happy Lab est vraiment là pour récolter des données scientifiques et être l'intermédiaire et restituer ces résultats aux riverains. Donc les abeilles peuvent avoir des données scientifiques plus fiables que certaines innovations techniques ? Alors je dirais pas que c'est plus fiable, mais en tout cas c'est vraiment représentatif de l'impact que va avoir l'activité sur le vivant. C'est vraiment quelque chose de vivant. La pollution va avoir un impact direct sur la santé des abeilles et ça on est vraiment capable de le mesurer. Alors on va pas pouvoir dire si ça a un impact sur notre santé humaine parce que abeilles, humains, on ne peut pas faire de corrélation directe. Mais voilà, on peut dire que si l'abeille est en bonne santé, alors la plupart des pollinisateurs dans l'environnement seront en bonne santé et ça c'est quand même la base de la biodiversité. Comme vient de le dire Priscilla, des abeilles en bonne santé, cela signifie qu'il en est de même pour tous les pollinisateurs tels que les papillons, les oiseaux comme le colibri ou encore les mammifères comme la chauve-souris. Et du coup, ces ruches sur ce chantier sont installées depuis combien de temps ? Elles sont installées depuis à peu près 2 ans. Et vous avez déjà pu faire des relevés avec ces ruches ? Ouais, on a déjà pu faire 6 relevés déjà. 6 relevés et on voit une augmentation, une diminution, qu'est-ce qui se passe ? Voilà, en fait, on observe des variations qui sont saisonnières puisqu'on va faire des prélèvements en fait 3 fois par an, au printemps, à l'été et à l'automne. Et on peut observer toutes ces variations saisonnières qui peuvent être dues à la météo, mais qui peuvent aussi être dues au confinement, par exemple, qu'on a subi l'année dernière. Avec une diminution, par exemple, du stress des abeilles, étant donné qu'il y avait une diminution de l'activité des entreprises dans l'environnement. Donc les activités anthropiques ont un réel impact sur la vie des abeilles ? Oui, les activités anthropiques ont vraiment un réel impact sur la vie des abeilles, sur le stress des abeilles, et ça, on peut le mesurer. Il n'y a donc plus de doute. Nos activités ainsi que les conditions météorologiques ont un impact visible sur la vie des abeilles. Certes, nous n'avons pas de levier pour faire changer la météo, mais pour ce qui est de nos déplacements, nos constructions ou tout autre type d'activité polluante, ici, nous pouvons faire changer les choses dans l'optique d'avoir un impact minime sur la vie des abeilles. Cependant, il se peut que l'homme ne soit pas le seul ennemi des abeilles. Nous pouvons nous interroger sur une probable concurrence entre tous les pollinisateurs.
Alors, vous avez, c'est vrai qu'il faut définir, un pollinisateur, c'est un insecte ou pas d'ailleurs, hein, vous avez des oiseaux qui sont des pollinisateurs. C'est un insecte qui va transporter donc, du pollen de fleur en fleur. Forcément, il peut y avoir de la compétition si jamais il y en a trop au même endroit, hein, ça c'est comme pour tout. Mais quand même, la nature est quand même bien faite, hein, c'est qu'on a selon les espèces d'abeilles, vous allez avoir des préférences pour certaines fleurs, hein, un peu comme nous chez les humains, on n'aime pas tous la même chose. Elles, c'est pareil, il y a des espèces qui vont préférer vraiment certaines fleurs, il y en a même qui vont butiner qu'une seule espèce de fleur, alors qu'il y en a d'autres comme par exemple l'abeille domestique qui va butiner vraiment de tout. Heureusement, la nature est bien faite. C'est pourquoi, en tant qu'humains, nous ne devrions pas intervenir dans cette dernière au risque de déséquilibrer cette balance naturelle. Mais si cela se produit, que se passerait-il ? Je sais qu'il y a une très grande phrase qui est très connue d'Einstein, hein, qui avait dit que si l'abeille disparaîtrait en 4 ans, ce serait la fin du monde. Petite pause, car oui, cette phrase est très connue, mais elle ne provient pas d'Einstein. On lui prête souvent cette citation, mais le grand physicien n'ayant jamais étudié les abeilles, il ne se serait jamais permis de dire une chose qu'il n'aurait pas lui-même vérifiée. On appelle ça une citation apocryphe, c'est-à-dire une citation qui est attribuée à une personne qui ne l'a pourtant jamais prononcée. Quoi qu'il en soit, la problématique reste la même. Que restera-t-il de nous si l'abeille venait à s'éteindre ? C'est compliqué d'évaluer ça, évidemment ce serait assez problématique parce que si l'abeille domestique disparaît, ça veut dire que tous les autres pollinisateurs ont subi aussi quelque chose, hein, c'est pas venu comme ça. Donc si tous les pollinisateurs disparaissent, ça veut dire que déjà on n'a plus de tout ce qui est arbre à fleurs disparaîtrait, donc plus de fruits, plus de légumes. Nos espèces végétales qui utilisent des pollinisateurs pour se reproduire ne pourraient plus le faire. Donc en fait, nous qui sommes actuellement dans une ère où on a beaucoup de plantes à fleurs, ça pourrait en effet changer beaucoup de choses. Oui. Un réel changement dans notre monde qui dépend très largement des abeilles, et plus globalement des pollinisateurs. Pour éviter de voir les abeilles disparaître, Apinov essaie de mettre au jour des reines plus résistantes afin de faire face plus facilement à tous les problèmes de même type que le varroa ou la pollution. Est-ce que plus tard on peut imaginer donc dans le futur des reines plus résistantes à tous ces problèmes ? Alors oui, il faut savoir que quand on fait de la sélection, forcément on va sélectionner certains critères qui sont intéressants pour les apiculteurs. Donc on pourrait en effet imaginer sélectionner des critères qui permettraient aux abeilles d'être plus résistantes ou tolérantes par exemple au varroa, mais aussi pas qu'au varroa, aussi à des virus, à toutes sortes de pathologies. Et donc ça pourrait être en effet une solution pour l'avenir. Les critères actuels sont toujours pas encore très bien définis, mais ça pourrait être en effet une solution, une aide supplémentaire en fait aux apiculteurs de sélectionner certains critères. Faire de la sélection chez les abeilles peut être une solution, mais ce n'est pas à elles de changer. C'est à nous de nous adapter si nous souhaitons que nos générations futures aient la chance de connaître ces insectes et de continuer à cohabiter avec eux. Donc La Rochelle, c'est une ville sans pesticides. Est-ce que l'environnement est plus favorable à la vie des abeilles que dans d'autres villes ? On va dire que les abeilles en milieu urbain, elles trouvent différents pollens et ça permet une grande diversité au niveau des pollens et des nectars. Ça fait qu'on a quand même des belles colonies qui arrivent à trouver d'assez nombreuses ressources pour s'alimenter. Donc c'est intéressant pour les abeilles, effectivement. Oui. Une ville sans pesticides, c'est le choix qu'a fait Jean-François Fontaine à La Rochelle en 2019. Cette décision permet aux abeilles de pouvoir butiner toutes les fleurs présentes sur notre territoire sans que l'apiculteur ait à s'inquiéter des risques d'infection par les abeilles. D'après l'Union nationale de l'apiculture française, les néonicotinoïdes auraient, en l'espace de 20 ans, augmenté la mortalité des abeilles de 25% et divisé la production de miel par 2 dans notre pays. Les néonicotinoïdes sont les pesticides les plus toxiques pour les pollinisateurs, mais ils ne sont pas les seuls sur le marché. Se situant au 3e rang mondial des pays utilisant le plus de pesticides, la France a encore de nombreux efforts à fournir si elle souhaite s'insérer dans un plan de préservation des abeilles. En faisant de l'apiculture biologique, Julien limite, à son échelle, l'utilisation de traitements chimiques sur ses ruches. Mais même sans être apiculteur, nous pouvons tous agir. Pour faire le point sur les actions que nous pouvons mettre en place individuellement, nous retrouvons Gabrielle du Centre de recherche et de formation apicole Apinov. Alors ce qu'on peut faire déjà dans un premier temps, c'est de limiter tout ce qui va être intrant dans l'environnement, donc notamment les pesticides, les fongicides et les herbicides, et également de planter des ressources florales, à la fois qui font du nectar et également du pollen pour nos abeilles. Ces ressources, il faut quand même faire attention que ce soit bien des fleurs qui soient quand même
utile aux abeilles, parce que toutes ne produisent pas du nectar et du pollen disponibles pour les abeilles. C'est pourquoi, si vous souhaitez vraiment aider les abeilles en plantant des fleurs dans votre jardin ou sur votre balcon, il faut encore choisir les bonnes. Par exemple, le perce-neige, le romarin, la sauge, le thym ou encore la lavande sont très appréciés des pollinisateurs. Pour voir la liste complète, vous pouvez vous rendre sur le site du ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation, catégorie filière apicole. Désormais, vous avez toutes les cartes en main pour faire changer les choses. J'espère que ce reportage a pu vous faire ouvrir les yeux sur l'impact qu'ont les humains sur notre planète et plus en particulier sur les pollinisateurs dont font partie les abeilles. Je vous invite à partager les solutions autour de vous afin d'avoir un impact encore plus grand. Merci à tous d'avoir pris le temps de regarder ce reportage. Je laisse le mot de la fin à Julien. Si on veut prévenir et préserver ce qui reste pour les prochaines générations, il faut vraiment qu'on se mette au travail, quoi, et rapidement, quoi. Voilà.